XIIIe siècle, les bonnes manières de table pour les enfants de la cour, bon voisin de la rive, les 50 contenances de la table, Italie. 1530, Erasme, la civilité puérile, des repas. 1939, tenez-vous bien à table, Almanach Hachette. 1960, l'enfant et le savoir-vivre, collection Femmes d'aujourd'hui. 2017, Anna Gass, apprentie lady, expert et coach en étiquette, https://apprendre-les-bonnes-manières.com. Point hygiène. Lavez-vous les mains avant de manger. Vous évitez ainsi de salir les verres et les couverts. Si vous avez pris les transports en commun pour venir, c'est même une nécessité. Comment se tenir à table? Arriver propre est un bon début. La gaieté est de mise à table, mais non l'effronterie. Ne t'assois pas sans t'être lavé les mains, nettoie avec soin tes ongles, de peur qu'il n'y reste quelque ordure et qu'on ne te surnomme aux doigts sales. Aie soin de lâcher auparavant ton urine, à l'écart, et, si besoin est, de te soulager le ventre. Si par hasard tu te trouves trop serré, il est à propos de relâcher ta ceinture, ce qui serait peu convenable une fois assis. À table, montre-toi correct, courtois, paré, gai, dispo et affable. Ne te montre pas pensif ou grave. Tu ne dois pas te vautrer, ni croiser les jambes, ni te tortiller ou t'affaler. N'accrochez pas votre serviette à votre col ou à votre gilet. Ne la nouez pas autour de votre cou. Déposez-la, mi-dépliée, sur vos genoux. Ne mettez pas les coudes sur la table ni dans les côtes de vos voisins. Les mains inoccupées restent tout naturellement posées de chaque côté de l'assiette. Pas de gesticulation. Si l'on te donne une serviette, place-la sur ton épaule ou sur ton bras gauche. En essuyant tes mains, chasse aussi de ton esprit toute idée chagrine. Dans un repas, il ne faut ni paraître triste, ni attrister personne. Placez la serviette sur vos cuisses. Ne cherchez pas à la ranger parfaitement, plier la serviette en deux, cela suffit. La froisser grossièrement est largement suffisant. Personne ne la verra vu qu'elle sera sur vos cuisses. Ne pliez pas la serviette quand vous finissez de manger. Laissez-la simplement froisser grossièrement en deux sur la table, à droite de l'assiette. Se dandiner sur sa chaise et s'asseoir tantôt sur une fesse, tantôt sur l'autre, c'est se donner l'attitude de quelqu'un qui lâche un vent ou qui s'y efforce. Tiens-toi le corps droit dans un équilibre stable. Les enfants ne tutoient pas les inconnus. Les grandes personnes ne tutoient pas davantage les enfants des autres, sauf si on les a connus depuis leur enfance. Il ne faut pas permettre aux enfants d'importuner les adultes par des questions indiscrètes. Un enfant ne se sert pas le premier à table. Il ne choisit pas le premier morceau. Il prend celui qui se présente devant lui. Un enfant ne déclare pas à tout propos « j'en veux pas, j'aime pas ça ». Ne coupez pas toute votre viande à la fois dans votre assiette. Ne saucez pas avec le pain tenu au bout des doigts, mais à l'aide de la fourchette. Ne coupez pas votre morceau de pain. Brisez-le. Froisser son pain avec la paume de la main, puis le rompre du bout des doigts, est une délicatesse qu'il faut abandonner à certains courtisans. Coupe-le proprement, avec ton couteau, sans enlever la croûte tout autour, ni l'entamer par les deux bouts, ce qui est encore un raffinement.
Un enfant demande qu'on l'aide à couper sa viande et il laissera stoïquement quelques chairs savoureuses autour de la cuisse de poulet plutôt que de saisir l'os avec ses doigts et de le ronger. Ne mangez pas avec vos mains. Utilisez les couverts. Absolument rien, pas même les frites. À la maison, chez vous, sans invité, c'est différent. Mais au restaurant, utilisez les couverts pour manger les frites. Oui, même les enfants. Un enfant ne laisse rien dans son assiette. Un enfant achève son pain et s'essuie la bouche avant de boire. Quand tu as soif, avale d'abord ce que tu manges. Essuie-toi bien la bouche et puis bois. Le glouton qui boit goulûment avant d'avoir le gosier vide dégoûte son compagnon de table qui boit avec lui. Écarquiller ses yeux en buvant pour regarder n'importe où est malséant, tout comme se renverser le cou en arrière jusque dans le dos à la manière des cigognes pour ne pas laisser une goutte au fond du verre. Lécher ses doigts gras et les essuyer sur ses habits est également inconvenant. Il vaut mieux se servir de la nappe ou de sa serviette. Lécher à coups de langue le sucre ou toute autre friandise restée attachée à l'assiette ou au plat, c'est agir en chat et non en homme. Ne rejetez pas directement avec la bouche dans votre assiette arêtes, petits os, noyaux, pépins. Débarrassez-vous des arêtes et des petits os sur votre fourchette et des noyaux et des pépins dans votre cuillère à dessert ou votre main entrouverte. Si tu éternues ou si te prend la toux, pense à être courtois. Détourne-toi pour ne pas postillonner sur la table. Qui veut se moucher à table, avec ses mouchoirs se nettoie. Celui qui mange ou qui sert ne doit pas se moucher avec ses doigts, qu'avec une serviette il se nettoie. Ne vous curez aucun orifice. Donc, pas les oreilles, ni le nez, ni la bouche. Si le restaurateur a posé des cure-dents sur la table, ignorez-les. C'est une faute de sa part. N'utilisez jamais de cure-dents. Franchement, mettez-vous à la place de la personne en face de vous. Si vous avez quelque chose dans la bouche, allez aux toilettes pour résoudre le problème. L'enfant assis à table avec de plus âgés que lui ne doit parler que si la nécessité l'y force ou si on l'y invite. Ceux-là détestent leurs enfants qui leur permettent, à un âge si tendre, d'assister à des soupers prolongés jusque bien avant dans la nuit. Si l'on n'y a pas été expressément convié, il ne faut pas emmener les enfants en visite. Mieux vaut refuser une invitation. L'enfant en visite, pas plus que chez lui, d'ailleurs, ne doit pas toucher aux bibelots, ouvrir les tiroirs, sans parler d'une revue ou d'un livre, ni monter sur les sièges. Souvent, elle me dit, comme ça, il faut chercher un sens à tout cela. Trouver une signification à notre existence. La plupart des gens, tu vois, ne se posent aucune question. Ils vont, ils viennent, comme sans inquiétude du lendemain. Jamais ne s'interrogent sur le pourquoi et le comment de ce qui leur est arrivé la veille, et ne cherchent non plus à déceler si, dans tel événement, récent ou plus ancien, il n'eût pas été perspicace de voir un signe du ciel, un avertissement envoyé par les puissances mystérieuses qui nous inspirent, ou je ne sais quel esprit angélique dont les attributs m'échappent un peu, je l'avoue. On discute à l'infini, tout en mangeant des rouleaux de printemps avec des feuilles de menthe fraîches, ou alors des gnocchis noyés dans une sauce bolognaise achetée le plus souvent en boîte, parce que, bien que bonne cuisinière, elle ne sait quand même pas mitonner la sauce bolognaise. Non, ce n'est vraiment pas son truc.
Son truc, c'est éclaircir le mystère de l'homme et de son destin. Parce que aujourd'hui, nous nous trouvons face à une transcendance qui fait éclater l'univers cartésien où l'esprit, identifié à l'intellect, observe la matière étendue et la domine, et que la psychologie doit affronter exactement le même genre de problème. Et quand elle tente de m'expliquer tout ça, elle s'emballe, et moi, je vois ses seins bouger drôlement sous son t-shirt, et ça me fait rêver. Il faut bien le dire. Lorsque nous empoignons Dieu, le karma, Jung, le yiking et toutes ces sortes de choses et que nous remuons bien, alors ça bouillonne férocement dans le chaudron et le ciel, les astres, les rêves, très présents chez nous, occupent parfois tout le terrain, des carottes râpées jusqu'au crottin de Chavignol. Certains jours, en sucrant mon café, j'en viens à penser qu'au lieu de tellement se tournebouler la cervelle à vouloir résoudre d'aussi délicates énigmes et donner un sens à la vie, on ferait mieux de surveiller les lacets défaits de nos souliers et aviser de ne point se prendre les pieds l'un dans l'autre en traversant l'avenue à la va-vite sous les roues d'un camion. Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort, disait Saint-Exupéry. C'est alors qu'elle juge mon imagination trop débridée, elle trouve que j'abandonne un peu facilement notre quête de l'essentiel et surtout que je ne devrais pas vider vers sur vers tel un philosophe de cabaret lorsque nous abordons aussi sévères sujets. Mais après tout, est-ce de ma faute si, Bélier ascendant Balance, je dois faire face à un terrible amas planétaire en Poisson en maison 5, Mercure, Mars, Cérès et même Vénus en Poisson. Depuis 20 ans que nous vivons ensemble, elle a eu le temps de m'expliquer que c'est ce fatras de planètes qui me rend insaisissable, tel un mérou, une limande ou un maquereau à ventre nacré, et accentue le côté paresseux d'une âme, chez moi, sérieusement tentée par la vie dissolue des banlieues. Avec semblable handicap, je pense que je devrais plutôt m'atteler à imaginer quelques solutions simples aux différents petits riens du quotidien, comme coller une rustine à la roue de son vélo, ou désherber les bégonias, et lâchement renoncer à trouver un sens très précis à ma précaire existence. Parfois, je lui dis que dans ma tête, si on soulevait le couvercle, je crois bien qu'on trouverait 1,5 kg de gnocchi noyés dans de la sauce bolognaise à la viande de bœuf. Et rien d'autre. Robot Jeannette Moulinex. Madame, vous avez fait un bon achat. Très vite, cet appareil vous deviendra indispensable en raison des nombreux services qu'il vous rendra. Consacrez quelques instants à lire attentivement ces instructions, votre satisfaction en dépend. L'appareil dont vous disposez n'est peut-être pas équipé de tous les accessoires qu'il peut mettre en œuvre et dont l'utilisation est donnée dans cette notice. Si vous êtes intéressé par ces accessoires, adressez-vous à votre revendeur habituel. S'il en est démuni, au service après-vente Moulinex, mentionné sur le bon de garantie. Avec le robot Jeannette, voici les pièces dont vous disposez pour hacher. Couronne à créneau, grille fixe, couteau à 4 branches, vis spirale transporteuse, corps du hachoir et cheminée, poussoir, plateau entonnoir, clé de déblocage. Vous avez le choix entre deux grilles. Grille à petit trou, grille à gros trou. En général, la grille à petit trou est utilisée pour les viandes crues, la grille à gros trou pour les viandes cuites. Cependant, les viandes crues, nerveuses ou très grasses peuvent être traitées avec la grille à gros trou, de même que les viandes de basse qualité destinées aux animaux, par exemple. Le lard gras doit toujours être haché avec la grille à gros trou. Montage. Graissez avec de l'huile de cuisine ou avec du beurre le disque en acier situé à l'arrière de la vis spirale. 1. Prenez la cheminée du hachoir d'une main, le gros trou en haut. Tout le montage s'effectue sans que cette main ne change de position.
De l'autre main, laissez tomber la vis spirale dans le corps du hachoir, la grande tige d'acier dirigée vers le fond et traversant le trou. 2. Emboîtez le couteau à 4 branches sur la petite tige d'acier, la face tranchante indiquée par des croix, tournée vers l'extérieur. 3. Placez la grille choisie sur le couteau à 4 branches en faisant correspondre les encoches de la grille d'acier et les dents de nylon du corps de hachoir, de façon à ce que la grille s'adapte parfaitement. 4. Vissez la couronne à créneau en serrant à bloc à la main. 5. Vérifiez le montage. La grande tige ne doit avoir aucun jeu ni pouvoir tourner sur elle-même. Dans le cas contraire, vous devez recommencer les étapes 2, 3 et 4. 6. Face au bloc moteur, présentez le corps du hachoir, la cheminée inclinée à droite, engagez la tige dans l'axe du bloc moteur, puis ramenez vers la gauche la cheminée à la verticale. 7. Emboîtez le plateau entonnoir sur la cheminée en faisant correspondre encoche et ergoplastique à l'arrière de la cheminée. 8. Branchez la prise de courant, l'appareil est prêt à l'emploi. La fondue se mange dans la Suisse française. Les uns disent qu'elle est vaudoise. Les autres, plus véridiques, prétendent qu'elle est neuchâteloise. Mais ce sont des gens abrutis par le nationalisme. La fondue nous vient de Dieu. Comment elle se prépare? Prenez une terrine munie d'un manche, un caclon, et frottez-en énergiquement l'intérieur avec une gousse d'ail. Puis, à supposer par exemple que le nombre des convives soit 4, versez-y 4 verres de bon vin blanc de Neuchâtel, des verres à Bordeaux. Mettez dans ce vin 700 g de fromage gras, Jura et Mental, préalablement coupé en copeaux. Posez la terrine sur un feu vif et remuez sans arrêt dans le sens des aiguilles de la montre. Les gauchers, s'ils le préfèrent, peuvent tourner dans l'autre sens. Il faut tourner jusqu'à ce que le fromage soit entièrement fondu et que la masse ait pris la consistance d'une crème épaisse et homogène. À ce moment, ajoutez 2 petits verres de kirsch dans lequel vous avez délayé un peu de farine et une forte pincée de poivre. Servez sur une lampe à alcool dont la flamme puisse être avivée et modérée à volonté. Comment elle se mange? La terrine et la lampe sont apportées par l'esclave dans la salle où les 4 convives attendent. Regardez-les. Une immense espérance habite dans leur sein. En attendant la fondue, ils ont coupé leur pain en morceaux qui ont tous la forme du cube ou du parallélépipède rectangle. La forme rhomboédrique est admissible aussi, mais des morceaux irréguliers qui rappelleraient la tête d'Henri Bordeaux, par exemple, seraient évidemment moins ragoûtants. Une émotion intense étreint les cœurs. Sera-t-elle réussie? Chacun fixe solidement un morceau de pain au bout de sa fourchette et le promène dans la pâte onctueuse de manière à l'enrober de fromage. Silence. La bouche pleine, les convives se regardent avec amour. Ils se comprennent profondément. Tout ce qui, dans les batailles de la vie, les sépare, est aboli. Ils sont unis par la religion du fromage national. Et, pareil au lien de l'amitié, voici que 2 filaments blanchâtres relient la fourchette de Paul à celle du docteur. Dans un pays où les hommes se réunissent pour manger la fondue, la guerre sociale ne sera jamais très meurtrière. Dans le canton du Valais, la raclette remplace la fondue. Les sociologues expliqueront ce phénomène par la différence des races. Les caractères ethniques du vaudois ne sont pas les mêmes que ceux du valaisan. Mais moi, qui suis gascon, je m'assimile la fondue et la raclette avec la même volupté. À vrai dire, tout s'explique ici par la différence des fromages. Le fromage valaisan est plus mou, moins sapide et peut-être plus crémeux que les fromages qu'on mange dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Et puis, quoi qu'en disent Taine, les habitudes des peuples ont parfois des causes bien fortuites. Des amis qui se sont réunis pour manger une raclette ne sont pas aussi près les uns des autres que 4 Neuchâtelois occupés à tremper leur pain dans la même fondue. La valeur sociale de la raclette n'en est pas moins certaine.
le vrai de l'amitié, c'est de manger ensemble. Voici comment les choses se passent. Les convives, il peut y en avoir 4, 5, 6, 7 ou 8, sont assis autour d'une table sur laquelle on a posé des litres de fendant, l'un des 2 excellents vins blancs du Valais, ainsi qu'un grand plat de pommes de terre bouillies non pelées. Le sel et le poivre sont là aussi. Enfin, il est prudent d'avoir pensé aux kirsch et aux mares de Bourgogne qui redonneront du courage aux mangeurs trop vite fatigués. Dans le fond de la salle, un ardent feu de coq a été préparé, à la chaleur duquel l'opérateur présente la section plane d'un demi-fromage valaisan. Bientôt, le fromage commence à fondre. L'opérateur, armé d'un couteau, accourt vers l'un des convives et, d'un geste auguste, racle la surface brûlante. Une pâte onctueuse et infiniment délectable tombe alors dans l'assiette du bienheureux qui a eu soin de peler préalablement une pomme de terre. Il saupoudre la raclette d'un peu de poivre, puis son bonheur commence. L'esclave est déjà retourné auprès de son feu, et le second convive se hâte de peler sa pomme de terre, car la minute ineffable approche. Pendant ce temps, les autres patients, pour calmer leurs désirs douloureux, causent du bolchevisme et de la Société des Nations. Chacun aura son tour, puis ça recommencera. L'opérateur refait le tour de la table jusqu'à ce que le plus vigoureux des convives, après sa 10e raclette, c'est beaucoup, ait crié « Assez !» Par moment, on s'interrompt pour boire un verre de vin à la santé de Vercingétorix. Je pourrais encore chanter les beefsteaks au fromage, qui devraient plutôt être appelés beefsteaks de fromage. Mais à quoi bon? Ces choses exquises n'acquièrent toute leur valeur que si on les mange soi-même. D'en parler, ça me fait mal. https://www.vice.com/fr par Anonyme, le 15 mars 2016 à 6h30 du matin. Je suis en train de purger une peine de prison de 2 ans dans un centre de détention quelque part en France. C'est mon 3e séjour en tôle. La première fois, c'était en 2013, ça avait duré 9 mois. J'étais tombé pour trafic de drogue après un délit de fuite et une course-poursuite effrénée avec les policiers. Peu après ma sortie, je me suis fait contrôler en possession de plusieurs grammes de shit et de weed et j'ai rempilé à nouveau pour 7 mois. Et là, j'ai écopé de 24 mois d'emprisonnement parce que je me suis fait balancer par mes propres clients. Pour éviter d'avoir à bouffer la gamelle, la nourriture fade que nous sert l'administration pénitentiaire, je cuisine moi-même les repas. C'est une manière de rendre mon quotidien et celui de mes codétenus plus agréables. En échange, je ne touche jamais au sol ni à la vaisselle et les autres détenus s'en chargent pour moi. Quand on se retrouve dans une cellule avec 4 ou 5 autres bonshommes, on fonctionne en équipe et on prépare les repas à tour de rôle. Au début, j'étais le seul à cuisiner, mais maintenant, tout le monde participe. Pendant que l'un coupe les oignons, les poivrons, les piments, les échalotes, l'autre s'occupe de cuire les pâtes ou le riz, et le dernier s'occupe toujours du dessert, en préparant la pâte pour les gâteaux ou les tartes, par exemple. La nourriture, c'est hyper important, surtout quand on est enfermé. D'ailleurs, comme moi, beaucoup de détenus se nourrissent exclusivement de ce qu'ils cuisinent. Une demi-journée passée à cuisiner, c'est une demi-journée où tu penses à autre chose. Je ne bouffe jamais la gamelle. Pas que ce soit dégueulasse, mais bon, voilà, c'est la gamelle, quoi. 60 à 70% des plateaux repas repartent à la poubelle. Et les portions sont souvent insuffisantes. Par exemple, ce midi, pour les régimes normaux, c'était escalope de veau viennoise, purée pommes de terre. Et pour les régimes végétariens, c'était purée de concombre, ou un truc comme ça. Parfois, c'est juste des méli-mélos de légumes cuits. Non, sérieux, ça donne pas envie. Dans la gamelle, il y a toujours une entrée, un plat, un dessert, du fromage, un yaourt, un fruit, et le soir, les matons te filent une portion de beurre et une de confiture pour le petit déjeuner du lendemain matin. Le fait de cuisiner dans sa cellule est toléré par l'administration pénitentiaire. Avec une petite plaque à induction de 20 cm de diamètre, on fait absolument tout. Ensuite, on a besoin d'une poêle, d'une casserole, d'une passoire et d'un petit couteau
à bout carré, pour éviter les incidents. C'est les mêmes ustensiles que dehors, en fait. Avec tout ça, on arrive à faire des trucs incroyables. Des pizzas, des frites, des soupes, du riz sauce crème champignon, des gratins de pommes de terre, des kebabs, des gâteaux et même des tartes. Beaucoup de nationalités différentes sont représentées ici et chacun participe aux tâches avec sa culture, ses habitudes alimentaires. Du coup, on échange pas mal de choses, des recettes, des idées, des tours de main. Grâce au téléphone que je me suis procuré, je me renseigne sur Internet. Je vais sur des sites comme Marmiton pour trouver de nouvelles recettes ou pour m'aider à cuisiner des bons petits plats. À l'extérieur, je cuisinais jamais, ce n'est que depuis que je suis ici que je m'y suis mis. Je mangeais les plats de ma mère ou alors je me faisais livrer. Mais en fait, la cuisine, c'est facile. Il suffit de bien mélanger les saveurs qui correspondent. Mon plat préféré, ça reste la pizza, mais j'ai appris à manger d'autres choses ici. J'ai appris à découvrir de nouvelles cuisines et je mange beaucoup plus de légumes qu'avant. La plupart des détenus se nourrissent principalement de conserves et de surgelés. Mais moi, j'aime bien varier. Même si ce qui est bien avec les conserves, c'est que ça se garde longtemps et qu'on peut les stocker dans sa cellule pour les jours où on a la flemme. Pour se fournir les aliments, on passe commande à la cantine. La cantine, c'est l'épicerie officielle de la prison. C'est là que l'on peut acheter des produits pour améliorer l'ordinaire, comme des cigarettes, des produits d'hygiène, mais aussi de la nourriture. On doit remplir un bon de cantine qu'on remet à un surveillant, et après une semaine d'attente, les produits qu'on a commandés sont livrés en cellule. C'est comme une vraie épicerie, en fait. On y trouve des produits frais, de la boisson, etc. Tu te fais envoyer un mandat, tu mets des sous sur ton pécule, et c'est bon, tu peux cantiner. Comme on ne dispose pas d'argent liquide en prison, c'est souvent les proches à l'extérieur qui alimentent le compte. La cantine reste assez chère comparée aux grandes surfaces traditionnelles. Par exemple, le prix du petit pot de Nutella, c'est 3 €, les portions de Kiri, 4 € et une canette de Coca, 50 centimes. Contrairement à la drogue ou au téléphone portable, il n'y a pas vraiment de trafic de bouffe en prison. Il suffit de ruser, de faire preuve d'imagination. Il arrive souvent qu'il n'y ait plus de viande disponible à la cantine. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on trouve un complice à l'extérieur qui va nous parachuter des colis de viande par-dessus le mur du centre de détention. Dedans, il nous met des steaks hachés, des enveloppes avec de la volaille, de la viande de kebab. Les colis atterrissent dans la cour et il ne nous reste plus qu'à les ramasser. Sinon, il y a aussi l'astuce du courrier. De temps en temps, ma famille ou mes potes m'envoient des lettres dans lesquelles ils insèrent des brins d'herbe, soi-disant pour me remonter le moral. En réalité, ce sont des épices et ça passe toujours crème. Le seul truc un peu chiant, c'est quand on a une galère de frigo. Quand ça nous arrive, en hiver, ça va encore, on peut stocker les produits frais sur le rebord de la fenêtre, contre les barreaux. Outre le fait que ça m'occupe pas mal, cuisiner me permet aussi de troquer mon savoir contre d'autres services et de renforcer les liens avec les détenus. Il y a beaucoup de solidarité entre nous. Partager son repas, ça reste quelque chose de fort. On apprend à se faire confiance aussi. Quand tu partages une cellule de quelques mètres carrés, la confiance est primordiale. Sinon, un autre détenu a vite fait de te voler tes provisions alimentaires quand tu as le dos tourné. Ma mission, c'est de faire la bouffe, mais je veille quand même à ce que mon pote fasse bien la vaisselle et l'autre le sol. Sinon, ça peut vite dégénérer. Est-ce que ça m'a donné envie de me reconvertir dans la cuisine à la sortie ? Je suis dealer à la base, pas cuistot. En pauvre, foie gras se dit pâté de foie. Qu'est-ce qui ferait plaisir à madame ? Ce qui ferait plaisir à madame pauvre, c'est des bouchées à la reine avec plein de crème. Ce qui ferait plaisir à madame riche, c'est une petite salade de mesclun avec des copeaux de parmesan. Qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur riche ? Rien. Il a eu plusieurs repas d'affaires cette semaine. Il accepte, du bout du bec, une petite salade avec une effilochée de homard, à condition que le homard soit breton. Madame pauvre a apprécié, elle a saucé consciencieusement. Son assiette est bien nettoyée, comme si elle n'avait pas servi. Madame riche a chipoté dans son assiette,
Elle en a laissé la moitié. Pour suivre, Madame Pauvre prend un émincé de volaille à la normande avec des pleurotes. Après la terrine du chef, Monsieur Pauvre a pris un steak au poivre, flambé au whisky et garni de frites à volonté. Quand on a flambé le steak tout près d'elle, Madame Pauvre a eu un peu peur et chaud aux plumes. Surtout quand une grande flamme rouge est venue lécher les poutres apparentes en polystyrène du plafond. Madame Riche a choisi un filet grillé de bar à la badiane avec un doigt de meursault. Pour terminer sur du léger, Madame Pauvre hésite entre les crêpes flambées et les profiteroles. Par peur des flammes, elle choisit les profiteroles. Madame Riche se laisse tenter par un sorbet à la mangue. Monsieur Pauvre, qui a bu beaucoup de vin, dit des bêtises. Madame Pauvre rit de bon cœur. Madame Pauvre, qui n'a pas l'habitude de boire du vin, a bu un verre de blanc et 2 verres de rouge. Elle se sent bien. Elle a le teint fleuri, assorti au pivoine de sa robe. Monsieur et Madame Riche partent tôt. Demain matin, ils jouent au golf. Monsieur et Madame Pauvre ne sont pas pressés. Ils ne jouent pas au golf demain matin. Madame Pauvre a tout son temps. Ses pieds ont gonflé. Elle n'arrive pas à renfiler sous la table les souliers neufs qu'elle a retirés en douce durant le repas. En Pauvre, grand cru se dit gros rouge. Monsieur Riche lève son verre, c'est l'élévation. Il le fait tourner dans la lumière, il dit « La robe est belle » et il boit. Quand Monsieur Riche boit un verre de vin, tout le monde se tait et attend. Après avoir reposé son verre, dans un silence religieux, Monsieur Riche prononce alors des mots et des phrases étranges. Boisé, astringent, une belle finale vanillée, souple et rond, pourpre gras de bel effet, de belles jambes dans le verre, le nez est très végétal, une attaque pleine qui promet, un nez de paille. D'où vient cet arôme de musc? Personne ne rigole. Toute l'assistance reste un moment silencieuse et inquiète, comme après la lecture d'un poème de Mallarmé, quand on n'a rien compris. Quand Monsieur Pauvre a sifflé son verre de vin, il s'essuie la bouche d'un revers de main et il dit simplement à René « La même chose, René ?» et René lui sert la même chose. Monsieur Pauvre boit pour oublier qu'il est pauvre. Il cherche, au fond du verre, l'infini. Monsieur Riche, l'infini, il ne connaît pas. Il préfère le fini. En Pauvre, estomac se dit gésier. Une amie de Madame Riche prétend que les pauvres ne sont pas faits comme nous. Elle pense que leur organisme est plus rudimentaire et moins sophistiqué que celui des riches. Comme il est plus simple, il est plus résistant. Pour cette raison, on peut confier aux pauvres les travaux les plus pénibles. Elle pense que le pauvre est réduit au strict minimum. Il n'a ni rate, ni pancréas, ni vésicule biliaire, organe de luxe un peu superflu dont il n'a pas l'usage. Il a seulement un foie et un estomac. Elle sait qu'il a un foie parce qu'il a souvent la cirrhose du foie. Au lieu d'avoir un estomac délicat, tapissé de fines membranes et irrigué de suc gastrique, comme le sien, le pauvre a simplement un gésier, sorte de petit broyeur capable de digérer n'importe quoi, même des cailloux. La preuve, il mange n'importe quoi et n'en meurt pas. Au lieu d'avoir 2 intestins comme le riche, le pauvre n'en aurait qu'un, ni grêle, ni gros, un moyen.
ce qui expliquerait que Madame riche a des flatulences, tandis que Madame pauvre pète. Pour faire ses besoins, au lieu d'avoir comme le riche 2 trous, l'un pour les liquides et l'autre pour les solides, elle pense que le pauvre n'en aurait qu'un pour tout, comme les oiseaux. Elle sait aussi que le pauvre a des poumons. Ils ne sont pas roses comme ceux des riches, ils sont noirs comme ses idées. Dernièrement, elle a découvert que le pauvre a seulement une moelle épinière et pas de cerveau. Elle l'a confié récemment à Madame riche. Sérieusement, croyez-vous que, s'il avait un cerveau, il serait pauvre? En pauvre, merde se dit merde. Les rares mots que les riches et les pauvres ont en commun, ce sont les gros mots. C'est avec ces mots-là que Monsieur riche et Monsieur pauvre s'entretiennent le plus couramment, même sans avoir été présentés l'un à l'autre. Avec ces mots-là, les hommes retrouvent, au-delà des clivages sociaux, leur nature profonde. Le verbe du premier groupe, enculer, rapproche le riche et le pauvre.